Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cyril Brière de l'entreprise Suntory Beverage and Food Europe qui va nous parler de son expérience avec SAC BI et plus précisément SAC Application Designer et qui va nous expliquer comment l'utilisation de cette solution a permis d'améliorer le pilotage des indicateurs de performance via une personnalisation de leur visualisation. Alors, très brièvement, voici l'ordre du jour que nous allons dérouler. Tout d'abord, on présentera le groupe Suntory ainsi que son activité. Puis, on évoquera le challenge qui était rencontré par l'entreprise, ainsi que la démarche mise en place pour y répondre. Enfin, on vous présentera la solution SAC Application Designer et on vous fera une démo. Et après, on reviendra vers Cyril pour qu'il nous explique son retour d'expérience. Et finalement, on prendra toutes vos questions et réponses. On va se garder un petit quart d'heure pour prendre vos questions. Alors, je laisse désormais Cyril et Pierre se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Cyril Brière. Merci à Sensio Caramba de nous donner l'opportunité de parler de ce beau projet et de ce bel outil SAC Application Designer. Donc moi je suis responsable de la partie du pôle Business Intelligence sur Suntory Europe, comme Hélène l'a expliqué. Bonjour à tous, donc je me présente, Pierre Sandalo. Je suis consultant SAP BI et EPM chez Sensio Caramba depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc je suis intervenu sur le projet RGM et notamment sur le développement de l'application. Et donc c'est moi qui vous fera la démonstration de la scorecard que nous allons développer. Donc voilà, une petite très brève introduction sur le groupe Suntory. Donc c'est un groupe japonais, historiquement leader et toujours leader d'ailleurs au Japon sur les boissons non alcoolisées et la partie alimentaire, mais également très présent sur le secteur des boissons alcoolisées et également dans les services, la restauration, les fleurs, etc. Donc une grosse présence au Japon. Ils ont commencé une expansion au niveau mondial il y a 10-15 ans, avec notamment maintenant une présence en Europe depuis leur acquisition il y a une dizaine d'années d'Orangina Schweppes en France et d'autres marques en Europe. Voilà, donc là on est sur la partie Europe. Alors, prochain slide. Voilà, donc en Europe, en France notamment, les marques les plus connues, Orangina, Oasis, Schweppes, Pulco et Métis sont vraiment les core brands de Suntory en France. D'autres marques dans d'autres pays, mais en France, c'est des marques iconiques que tout le monde connaît. Donc ça, c'est Suntory Soft en France. Suntory. Voilà un peu sur le groupe Suntory. Donc maintenant, si on commence à parler du projet, quel était le challenge auquel ce projet était censé répondre. Donc, petite introduction. Le projet tourne autour du RGM, donc Revenue Growth Management. Petit rappel sur les leviers, qu'est-ce que le RGM et quels sont les 5 leviers sur lesquels travaillent activement nos équipes RGM, à la fois au niveau groupe et local, nos équipes commerciales, nos équipes financières. Donc les 5 leviers sont bien sûr le prix, l'assortiment, vendre le bon pack au bon prix, la promotion, qui représente chez nous, pour une société comme Suntory, des investissements assez importants sur la promotion avec nos retailers, la gestion du mix, avoir le bon mix, définir le mix cible, et enfin les animations commerciales. Quelles sont les animations? Qu'est-ce qu'on fait avec nos clients? Voilà, donc ça c'était les 5 leviers sur lesquels
il y a énormément d'initiatives chez Suntory, énormément de gens travaillent là-dessus. Et donc, le but de la scorecard, le but du projet, on passe au slide suivant, c'était vraiment de donner, premièrement, d'analyser les performances sur chacun de ces piliers, comment toutes les initiatives mises en place par les équipes, comment ça se traduit, comment on peut mesurer l'atteinte des objectifs et les performances sur chacun de ces leviers. Donc, c'était vraiment le but de cette scorecard, permettre à tout le monde d'avoir une vue en temps réel sur la performance du RGM, sensibiliser, responsabiliser les équipes et leur donner à tout instant la visibilité sur les KPI. Donc ça, c'était le gros objectif de ce projet. Donc, quand on a commencé ce projet, on savait les principaux challenges auxquels on serait confronté. Premier d'entre eux était l'automatisation des calculs des KPI. Donc, on devait passer d'un mode effectivement très manuel où les gens, dans chaque marché, utilisaient des templates, remplissaient des templates, faisaient des calculs à la main avant de compléter le template. Donc, il y avait une partie automatisation de ces calculs qu'on devait stopper. Consolidation et harmonisation des méthodes de calcul, voilà, pour être sûr d'avoir exactement les mêmes méthodes dans tous les marchés et ne plus laisser de possibilité à chaque marché d'interpréter de certaines façons certains calculs. Là, quand je parle des méthodes de calcul, c'est surtout sur les calculs de contribution, ce qu'on appelle les effets, le contrôle de gestion, les effets volume, les effets prix, les effets mix. Donc, automatiser tous ces calculs, c'était un autre challenge. Conduite du changement, parce qu'effectivement, comme expliqué, c'était 6 pays qui étaient habitués à communiquer tous les mois au groupe, à remonter au groupe des templates Excel que le groupe compilait et mettait à jour dans un autre reporting Excel. Donc, il a fallu leur montrer l'intérêt aussi, les convaincre sur l'intérêt de ce projet, qui n'était pas seulement pour leur faire gagner du temps, mais aussi pour leur apporter un outil qu'ils pourraient utiliser au jour le jour. Donc ça, c'était un peu sur le challenge. Donc, notre cahier des charges, comme un peu expliqué précédemment, dans un premier temps, c'était l'automatisation, plus d'intervention manuelle, plus d'Excel, même calcul, même périmètre fonctionnel, avec toutefois la possibilité de garder quelques spécificités, mais vraiment dans le détail, les formules d'effets notamment étant les mêmes, tous les KPI classiques, NSV, gross profit, etc., calculés exactement sur le même périmètre, avec taxes, sans taxes, enfin, voilà, plus d'incertitude là-dessus. Et on avait également un cahier des charges assez précis, assez strict, je dirais même, sur la partie visualisation. Donc là, c'est vraiment la partie qui a drivé ce cahier des charges sur la visualisation, qui a drivé le choix de la solution technique. Donc justement, comment nous avons souhaité répondre à ce projet, à la fois à l'IT et avec l'équipe du Centre d'excellence RGM. Niveau technique, donc, nous avions la solution en interne. Donc, on a combiné la puissance de HANA pour la partie Data Warehouse, la facilité de créer toute la puissance des vues HANA, notamment sur la partie automatisation des calculs d'effets, mix, prix, volume. Donc là, ça a été fait avec des vues HANA. Et enfin, sur la partie visualisation, là, on a choisi d'utiliser SAP Analytics Cloud et notamment le module Analytics Designer afin de pouvoir répondre justement à ce cahier des charges un peu imposé sur la partie visualisation et se donner effectivement plus de flexibilité par la suite pour toutes les demandes d'évolution ou les choses qui allaient arriver en cours de projet.
Concernant le partenaire, là, le choix s'est naturellement porté sur Sensio Caramba, car nous avions déjà beaucoup travaillé avec eux sur des projets similaires, sur un périmètre de données similaire, et également avec les mêmes outils BI, que ce soit BW HANA ou alors SAC. Donc c'est un choix assez naturel pour nous. Et enfin, effectivement, nous avions aussi en interne une nouvelle organisation avec la création d'un centre d'excellence sur le RGM, donc qui devait aussi nous aider à avoir un sponsor vraiment fort sur ce sujet et à driver de la bonne façon ce projet afin de réussir. Donc, la démarche et les étapes, bon, c'est assez standard pour ce genre de projet, mais là, ce qu'on a voulu montrer, c'est la partie avant. Avant, donc, c'était des templates Excel, certes relativement jolis, mais complètement statiques, pur Excel. Voilà. Et le après, ben, c'était, comme on a expliqué, un scorecard unique avec quelque chose de très dynamique, donc une possibilité cette fois-ci de regarder la performance, de traquer la performance à tous les niveaux, donc niveau très macro, total, Suntory Europe, ou par marché, par canal dans le marché, par marque, etc., etc. Donc ça, c'était le après. En termes d'étapes, assez standard. On a fait ce projet en mode relativement agile, c'est-à-dire avec beaucoup de points de passage avec le métier, afin de valider au fur et à mesure la partie visualisation, les calculs, etc., avec un pilote, un focus un peu plus fort sur notre business unit en Angleterre, mais globalement, voilà, des points de passage réguliers de la conception au déploiement. Voilà. Ok. Donc, avant de passer à la démo, un bref rappel de qui est Sensio Caramba et quels sont nos domaines d'expertise. Donc, Sensio Caramba, c'est la fusion de deux entreprises qui ont pour objectif commun de porter les innovations SAP au cœur des métiers. Donc, cette fusion, elle permet d'avoir un volet expertise complet sur les outils SAP. Donc, nous intervenons à la fois sur la partie ERP avec S4HANA, la BI et Analytics avec BW, Onana, Forana, Data Warehouse Cloud et SAP Analytics Cloud. Et donc également le volet EPM avec là aussi SAP Analytics Cloud et aussi BPC Standard et Embedded. Donc nous avons à la fois une forte expertise sur les outils SAP et une solide expérience sur la mise en œuvre de ces outils au travers de tous les projets qu'on a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes ces compétences, elles nous permettent de fournir au client tout l'accompagnement dont il a besoin pour trouver les bons outils, faire évoluer son système d'information et mener à bien ses projets ici. Donc, on va pouvoir passer à la démonstration qui est vraiment centrée sur l'application designer et donc la partie reporting et visualisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs qui ont été faits dans la couche ANA qui sont des développements assez classiques. Donc avant de démarrer la démo, je vais vous faire une brève présentation de l'application designer et de ses fonctionnalités. Donc ensuite, je vous présenterai l'application développée dans le cadre du projet RGM avec les différentes fonctions spécifiques au designer. Donc le designer, de quoi s'agit-il? C'est un module de SAC qui reprend l'ensemble des fonctionnalités standards de l'outil, donc tous les types de graphiques, les tableaux et les options qui en découlent, et aussi la partie planification. Donc en plus de ça, on a des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre une personnalisation plus poussée et sophistiquée des tableaux de bord. Donc on a à disposition tout un panel d'outils, comme des boutons, des listes déroulantes, des checkbox ou des pop-up, pour effectuer des actions spécifiques sur nos tableaux de bord. Donc les actions que l'on souhaite mettre en place pour chaque objet, elles se font via du scripting. Par exemple, on peut avoir un bouton qui va déclencher un script pour changer de dimension dans un tableau. Le scripting, c'est la fonctionnalité centrale du designer. On a à notre disposition des API en JavaScript qui permettent d'effectuer des actions spécifiques comme filtrer les graphiques, changer les axes d'analyse, appliquer des mises en forme, afficher ou masquer des rapports. Et on a encore tout un tas d'options.
Donc les scripts ne sont pas seulement associés aux objets, on peut également lancer des scripts à des moments précis. Donc, par exemple, lors de l'initialisation d'une application, ou alors après le rafraîchissement d'un graphique. Voilà, donc d'une manière générale, toutes ces options, elles permettent de faire des applications qui sont guidées et qui améliorent l'expérience utilisateur. Voilà, donc maintenant on va passer à la pratique et je vais vous montrer l'application qui a été développée pour le RGM. Donc voici notre première page qui a une vision globale du RGM avec les indicateurs principaux comme les net sales, les volumes ou encore la contribution. Donc si on reprend le besoin initial, on peut voir qu'on est très proche de ce qui était attendu. Le visuel il correspond presque exactement à l'expression de besoin. Et ça c'est vraiment le gros point fort du designer, c'est d'avoir un outil qui est flexible avec beaucoup de possibilités de design différents. Donc si on retourne à notre application, on peut voir à gauche là qu'on a un panneau de sélection qui est entièrement spécifique. Ce ne sont pas des fields standards qu'on retrouve dans une story, mais des listbox qui sont initialisées à l'ouverture de l'application avec un script. Les listes de sélection, elles sont alimentées avec des valeurs de dimension grâce à des API qui vont aller lire et récupérer les master data. Ce qui est intéressant avec ce panneau de sélection, c'est la personnalisation des filtres. Donc, grâce au script, on va personnaliser chaque filtre et appliquer des règles de gestion spécifiques à chaque sélection. Donc, pour le choix de la vision entre year to date, mensuel ou full year, si on sélectionne le full year, on a un script qui va masquer le sélecteur de mois et filtrer les données sur le mois de décembre, qui est le mois sur lequel on stocke le full year. Donc la sélection du mois n'a pas de sens, donc on ne laisse pas cette possibilité à l'utilisateur. Ensuite, pour le choix des zones et des marchés, on a mis en place des filtres en cascade qui permettent d'afficher uniquement les zones, les marchés, les channels et la devise qui sont dépendantes. Donc, par exemple, si je choisis la zone ICM, je ne pourrai filtrer que sur les 3 marchés qui composent cette zone et les channels associés. Si je rajoute une zone géographique, les pays associés vont s'ajouter à la liste déjà sélectionnée. Voilà. Maintenant, si je retire mes filtres, je vais retrouver la sélection originale. Maintenant, si on s'intéresse à la devise, la Grande-Bretagne et la Pologne sont les seuls à avoir une devise locale différente de l'euro. Donc par défaut, le seul choix possible est la devise groupe pour ne pas mélanger les devises. Par contre, si je sélectionne la Grande-Bretagne ou ICM, je vais avoir la possibilité de sélectionner la devise locale, pouvoir les donner de la Pologne et de la Grande-Bretagne en devise locale. Donc par exemple, voilà. Si je sélectionne ICM, la devise locale ici elle est disponible, hein, c'est la compagnie Code Currency. Et si je choisis la devise locale, les données elles sont automatiquement filtrées sur la Pologne et en zloty. Si j'ajoute la Belgique, là par contre la sélection on bascule automatiquement en devise groupe en euros et la devise locale elle n'est plus sélectionnable. Voilà, donc pour la sélection, on peut voir qu'il y a beaucoup de possibilités et on peut mettre en place des règles de gestion qui sont quand même assez poussées et qui permettent d'orienter et guider l'utilisateur. Alors dans ce cas précis par exemple, on a fait en sorte que chaque filtre laissé possible à l'utilisateur il ait du sens, afin que l'utilisateur ne puisse pas choisir un croisement de données qui n'existe pas. Donc en plus de ça, on a également un bouton spécifique qui permet de masquer le panneau de sélection via une API. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, voilà, le panneau il est masqué et on a un petit bandeau de rappel qui permet de savoir quels sont les filtres appliqués à nos tableaux. Donc ça permet notamment d'agrandir la zone de reporting dans le cas où on est sur un écran de petite taille. On a également un sizing des tableaux qui est dynamique et qui s'adapte à la taille de l'écran. Si je rétrécis ma fenêtre, voilà, tout est dynamique. Donc en revanche, on a que la zone de graphique qui est dynamique, hein. La dimension du panneau de sélection, elle reste la même, peu importe la taille de l'écran. Donc ça permet de conserver une certaine visibilité sur les sélecteurs. C'est pour que voilà, ça reste quand même lisible par l'utilisateur.
Donc une fois de plus, c'est grâce au scripting qu'on a pu personnaliser l'affichage et définir des zones qui sont dynamiques et d'autres qui sont fixes. Donc maintenant, si on s'intéresse à la partie dashboard, chaque tableau que l'on voit n'est pas lié à une source de données, mais ce sont uniquement des textbox. Donc la source de données, c'est une table qui est masquée, c'est un tableau standard SAC où on a toutes les données nécessaires pour alimenter notre textbox. Donc on a tous les indicateurs en colonne et les versions de comparaison en ligne. Donc à chaque filtre appliqué dans le panneau de sélection, c'est cette unique table qui va être filtrée, et ensuite on a une fonction qui va aller alimenter chaque textbox en récupérant le croisement de données indicateur-version correspondant. Ensuite, on a aussi une autre fonction qui va aller appliquer un code couleur au textbox pour mettre en rouge les variances négatives et en vert les variances positives. Donc la raison pour laquelle on a construit ce dashboard de cette manière, ce sont les performances. C'est mieux d'avoir une seule source de données à rafraîchir plutôt que plusieurs tableaux parce que le rafraîchissement est plus rapide et du coup c'est plus performant dans cette configuration-là. Voilà pour la première partie, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour voilà, la première page de la scorecard. Donc avant de passer à la suite, il faut savoir qu'avec le designer, on peut rafraîchir uniquement les objets visibles si on le souhaite pour améliorer les performances. Donc pour la scorecard, on a activé cette option pour que chaque onglet s'actualise uniquement lorsqu'on les ouvre. Donc quand je passe au deuxième onglet, voilà. Les graphiques et le tableau vont s'actualiser uniquement à ce moment-là. Donc pour ce deuxième onglet, on a une heatmap, un graphique à points et un tableau qui sont les mêmes que ceux disponibles dans une story standard. Cependant, grâce au designer, on a ajouté des fonctionnalités supplémentaires qui sont propres à chaque graphique avec des listes déroulantes notamment et des boutons. Donc pour la heatmap, on a deux fonctionnalités supplémentaires qui sont la possibilité de changer le KPI et la version de comparaison. Donc, en fonction du KPI et de la version sélectionnée, on a des règles de gestion différentes qui s'appliquent. Là, par défaut, on affiche la variance de la NSV en valeur pour la version réelle versus réelle N-1. Donc on a différentes versions disponibles à la sélection, et là, si on veut, on peut même choisir de regarder la version, la comparaison en pourcentage, et pas en valeur. Donc, en revanche, si je décide de basculer sur un indicateur d'effet, donc par exemple l'effet volume, je vais automatiquement basculer sur une comparaison en valeur parce que les effets en pourcentage n'ont pas de sens et ne sont pas calculés. Donc on ne laisse pas cette possibilité de sélection à l'utilisateur. Voilà. Donc là, si je regarde la sélection, on ne peut pas choisir de pourcentage. Après, si je repasse sur un indicateur de variance, là, les pourcentages sont à nouveau disponibles. Voilà, donc maintenant pour le graphique à points, donc on a trois fonctionnalités qui vont être la sélection des indicateurs en axe. Donc on a le choix entre la NSV versus la NSV par litre ou la GP versus la GP par litre. Ensuite on a le choix de la version, donc c'est à peu près la même chose que la heatmap, on a juste la possibilité de voir les données en year to date en plus. Donc on a une troisième possibilité qui est la possibilité du coup de changer la dimension pour laquelle on affiche les montants. Donc par défaut, le nuage de points il est par marque, mais on peut passer à une analyse par client en cliquant sur le bouton de switch. Donc là si je switch, voilà, je peux voir mes données plutôt par client. Ensuite, pour le tableau, on a également trois fonctionnalités. On peut choisir les indicateurs, que l'on souhaite voir en colonne, voilà, avec un filtre. On a également une liste déroulante qui, voilà, comme pour les deux autres graphiques, reprend les versions de comparaison. Et ensuite, on a une dernière liste déroulante qui permet de choisir l'axe en ligne dans le tableau. Donc pour cette troisième sélection, on a une spécificité, c'est que si on décide d'avoir le client en axe de ligne, on a automatiquement une analyse par marché.
si on repasse sur un autre axe, on n'aura plus ce détail par marché. On aura uniquement la dimension sélectionnée. Voilà, donc on a également une fonctionnalité globale sur les 3 graphiques. Si on sélectionne la version full year, toutes les versions de comparaison disponibles dans les listes déroulantes ne sont plus le réel, mais le full year. Donc, voilà, j'ai sélectionné mon full year, et là, je peux regarder dans mes listes déroulantes, et je n'ai plus l'actual versus le last year, mais le full year. Donc c'est tout pour cette page. On va pouvoir passer donc à la 3e page. Donc, le trendy de performance. Donc là, on a 3 histogrammes classiques pour lesquels on affiche 12 mois glissants. Donc le premier, c'est une analyse de la NSV, le deuxième, c'est la grosse profit, et le dernier, la contribution. Donc pour ces 3 graphiques, on est sur une version de comparaison réel versus réel N-1. La seule spécificité liée au designer, c'est le bouton pour switcher sur une version de comparaison réel versus budget, enfin réel versus, oui c'est ça, réel versus budget pour les 3 graphiques. Et après je peux repasser sur le versus last year si je le souhaite. Donc là également, si, on est comme dans la même configuration que le deuxième onglet. Si on passe en vision full year, alors la comparaison ce sera full year versus réel N-1 ou full year versus budget. Voilà, c'est tout pour cette page. Donc pour la page suivante, je vous la présente rapidement, mais tout est standard. Il n'y a rien qui ne peut pas être fait avec une story classique. Donc on a un tableau qui affiche les 4 dernières années pour un groupe d'indicateurs, les 5 dernières années, pardon. Et on a également un graphique avec la même spécificité d'avoir les 5 dernières années qui s'affichent. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, il n'y a rien de spécifique sur cet onglet. Ensuite, dans la partie instruction, la seule fonction qui est liée au designer, c'est le last data refresh, où on a une API qui va lire le modèle SAC standard où on stocke les informations d'utilisation pour récupérer la date de rafraîchissement des données du modèle. Voilà, donc là on a fait le tour des fonctionnalités qui ont été mises en place dans le cadre du projet RGM. L'application designer, il offre quand même beaucoup de possibilités. Après là, je ne peux pas toutes les présenter. Je vous ai présenté seulement celles qui ont été utilisées dans le cadre du projet. Mais il y a vraiment tout un tas de possibilités qui n'ont pas été évoquées. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une partie planning qui est très complète et qui reprend les fonctions standards de planning SAC et qui est enrichie avec certaines fonctionnalités et qu'on pourra éventuellement approfondir plus tard dans un autre webinaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Ok, merci Pierre pour la présentation. Donc là, je vais vous parler maintenant un petit peu du retour d'expérience chez Centauri. Alors, comme vous avez pu le voir, on est passé de quelque chose de très manuel et très consommateur en temps pour tous les marchés, puisque comme j'expliquais, il devait faire tous les calculs, compléter les templates, etc. À quelque chose de complètement automatisé, donc complètement transparent pour les marchés, avec une mise à disposition des chiffres et de la scorecard tous les matins. Donc c'est particulièrement intéressant pour eux à J+2 après la clôture, mais de toute façon on recalcule et on recalcule tous les jours et voilà, tous les matins ils ont le métier à les tout derniers chiffres. Donc ça c'est un premier point. En plus, effectivement, non seulement ça ne leur prend plus de temps, mais en plus ils ont un outil très avancé, comme vous avez pu le voir. Ils ont maintenant la possibilité de regarder full year, month to date, year to date, enfin, énormément de possibilités pour traquer la performance sur les leviers RGM.
Donc, côté métier, il n'y a pas de doute, ça répond pleinement à leurs attentes pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et ce qui est clair pour moi, c'est qu'on n'aurait jamais pu réaliser ce projet avec les fonctionnalités standards de SAC, comme l'a très bien montré Pierre. Le panneau sur le côté, la possibilité de, enfin, tout ce que Pierre a expliqué. Je pense aussi aux futurs besoins qui vont arriver, qui vont être par exemple d'aller chercher des calculs différents ou des périmètres de données différents selon que la personne a choisi Total SBFI ou alors un marché ou un canal dans un marché. Avec Application Designer, on aura la possibilité d'aller chercher différentes données, différents calculs dans le modèle, ce qui aurait été très compliqué, voire impossible à faire en standard. Donc voilà. Donc non seulement on a répondu aux besoins, mais en plus on a préparé les futures évolutions, soit parce qu'on sentait que ça pouvait arriver, mais en tout cas voilà, on a voulu être prêt pour appréhender tous les futurs besoins qui sont déjà nombreux. La roadmap 2022 est déjà bien remplie, donc ça va largement évoluer. Mais encore une fois, avec l'application designer, d'un point de vue IT, je suis assez serein quand je vais être en face du métier et qu'ils vont me dire on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait que ça fasse ça. Voilà, ça m'offre pas mal de sécurité et je sais que je pourrais 90% du temps dire oui, c'est possible. Voilà, donc ça c'est aussi très agréable d'un point de vue IT quand on est en face du métier. Point d'attention comme toujours sur les projets de data visualization, dashboard, c'est de s'assurer que c'est utilisé. Donc, comment s'en assurer? Donc déjà, on a développé avec Sensio une story qui va utiliser des modèles standards délivrés par SAP dans SAC, qui permettent de suivre l'activité, même l'activité des widgets, comment ont été consultés les widgets. Donc tout ça, ça permet d'ajuster le tir et de voir, d'essayer de demander au métier d'avoir du feedback par marché. Si un marché s'en sert très très peu, pourquoi, ajuster, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment, notamment avec le COI RGM. Voilà, on apporte on passe pas mal de temps là-dessus à traquer l'utilisation. Les performances, Pierre en a aussi parlé, il y a pas mal de choses qui existent pour optimiser les performances. Dans chaque release, comme nous sommes encore en fast track, je vois qu'il y a beaucoup de choses livrées par SAP qui tournent aussi autour des performances. Donc ça, c'est un point d'attention. Comment faire évoluer sans dégrader les performances, quitte à peut-être parfois faire des liens pour envoyer sur une autre story. Donc tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Il faut que les performances restent comme elles sont aujourd'hui. Point d'attention sur la maintenance, effectivement, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Nous, à l'IT Suntory, en interne, on n'a pas encore de compétences, même si on a des compétences en JavaScript, mais pas exactement dans l'outil. Donc voilà, c'est un point d'attention. Comment on peut monter en compétences pour comprendre un peu mieux et être capable de faire, peut-être pas des projets complets, mais en tout cas de maintenir et de faire évoluer quand les demandes sont assez simples, nous-mêmes la solution. Voilà un peu pour mon retour d'expérience chez nous. Merci Cyril et merci Pierre. On va maintenant prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Pierre ou pour Cyril sur cette application. N'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat. Alors, on a déjà reçu quelques questions en privé auxquelles on va répondre. Ok, donc, première question, comment décide-t-on de partir sur la solution Application Designer? Donc, il y a plusieurs cas. Le premier, ce serait la faisabilité du besoin. Donc, on peut être dans une situation où les demandes sont très précises ou très spécifiques, donc avec des demandes qui ne peuvent pas être couvertes
pas du SAC standard. Donc, dans le cas Suntory, si on prend par exemple la partie filtre et le panneau de sélection, on ne peut pas restreindre les filtres de cette manière avec une story standard. Donc, voilà, c'est un des premiers points et sûrement un des plus importants. Et donc, avec le designer, on est quand même rarement pris à défaut par la faisabilité technique, d'où la prise de décision pour partir sur ce type d'application. Le deuxième point, c'est aussi ce qu'on veut permettre ou non aux utilisateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une application guidée ou non. L'avantage du designer, c'est de pouvoir mettre en place donc, des outils de visualisation qui sont très guidés. Donc, là, vous avez pu le voir, hein, des boutons, des listes déroulantes. C'est assez simple d'utilisation pour les utilisateurs. On peut mettre aussi des messages d'alerte si jamais ils font de mauvaises sélections ou autre. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Je pense que ça répond Ouais, à la question. super. Alors, on a une autre question qui vient de nous être posée. Ok, donc le niveau de complexité du designer. Donc, c'est plus complexe que SAC standard, mais ça reste accessible. Donc, il y a pas mal de... Il faut avoir quand même quelques notions de scripting. C'est la complexité principale de l'outil. Donc, il faut quand même savoir coder un minimum. Certes, c'est assez guidé. Si vous voulez, les API, elles sont disponibles avec des raccourcis clavier pour nous dire voilà, les choses qu'on peut faire ou ne pas faire. Par contre, après, il y a une question d'organisation. Il faut savoir organiser un code pour se trouver, savoir le commenter, etc. Donc, oui, c'est un peu plus complexe que SAC standard, mais ça reste accessible si voilà, on fait l'effort de se plonger dedans et qu'on a des notions de scripting. Juste si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi énormément de tutos disponibles. La communauté est assez active autour d'Application Designer. Je vois passer beaucoup de blogs, c'est énormément de communication sur le sujet, d'aides, de tutos, d'exemples, de choses qui ont été faites. Donc, encore une fois, c'est très bien documenté aussi. Par exemple, toutes les API qui sont disponibles, on a des documents SAP avec la liste de toutes les API, comment les utiliser dans un code et à quoi elles servent. Enfin, c'est assez complet à ce niveau-là. Ok, alors on a une autre question. Quels sont les besoins de maintenance? Donc, au niveau de la maintenance, ça dépend. Si l'application elle est bien développée, les évolutions elles sont assez simples à mettre en œuvre en général. Après, ça dépend de l'impact, hein. C'est toujours la même chose. Si on a une grosse évolution à mettre en œuvre et qu'il faut retoucher un peu à tout, ça prendra forcément du temps. Là où je dirais qu'il faut faire attention, encore une fois, c'est l'organisation des scripts. Il faut être assez rigoureux. Voilà, faut bien commenter chaque script pour savoir quelle est l'utilité de chaque script et donc les impacts potentiels d'un changement. Alors, on vient de recevoir une autre question. Est-ce qu'il y a différentes sources pour les différents onglets? Ça ne montre pas trop la performance. Alors, oui. Donc, c'est un peu. Alors, il y a la scorecard est spécifique. Donc, il y a le premier onglet où là, on a une table qu'on utilise comme source qui va aller alimenter chaque textbox. Et ensuite, pour tous les autres onglets, là, par contre, ce sont des widgets standards. Lightmap, le nuage de points ou encore le tableau qu'on a vu, ce sont des objets SAC standards. Donc là, par contre, ce sont des sources de données bien distinctes pour chaque tableau ou graphique. Donc, que ce soit pour le deuxième onglet, troisième onglet et le dernier onglet. Ok, alors on vient de recevoir une autre question également. Quelle est la source du rapport? Est-ce que c'est un composite provider ou ANA Calculation View? Alors, c'est une query. Alors, si on va reprendre le flux complet, on a comme source, à la base, on a un DSO. C'est sur ce DSO qu'on va effectuer toutes nos transformations et tous nos calculs avec des vues ANA.
Derrière, on a un composite et une colonne. Mais juste, on est en mode import. Ah oui, oui, oui. On n'est pas en mode live. Voilà. Et donc, comme je disais, on est en mode data. On a un problème de micro. Utilisation. Ouais. On n'est pas entendu, mais oui, on n'est pas en live, on est en mode data import, donc on importe les données dans un modèle SAC et un seul modèle. Toute la scorecard est bâtie sur un modèle SAC. Et donc l'apport est basé sur une colonne. Ok, alors là, je pense qu'on a une autre question, plus peut-être pour Cyril. Est-ce que vous avez uniquement SAP comme ERP ou BI est-il aussi connecté à d'autres ERP? Non, chez nous n'avons qu'un seul ERP, mais notre BI, notre BI pour la partie Data Warehouse BW est effectivement connecté à SAP et on envoie quasiment tout SAP dans BW, mais maintenant BW est largement étendu. C'est vraiment notre Enterprise Data Warehouse, donc il est connecté à beaucoup d'autres choses, à Salesforce. Il échange aussi de la donnée avec un data lake à Amazon, à SuccessFactors, à Concur. Donc voilà, on étend vraiment l'usage de BW et c'est pareil pour SAC. SAC ne consomme pas uniquement de la donnée qui viendrait de CC, mais on intègre aussi dans SAC, comme je disais, du SuccessFactors, du Concur et d'autres sources de données cloud ou on-premise. Ok, alors après, on a encore quelques autres questions. Donc, la prochaine question, quelle est la fréquence de sortie des nouvelles fonctionnalités? Donc, on a des nouvelles fonctionnalités très régulièrement à chaque nouvelle release. Donc, à chaque nouvelle release, il y aura forcément, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais quasiment toujours des nouveautés du côté du designer. Là, par exemple, il y a une grosse nouveauté qui est arrivée au mois de janvier, avec la release de janvier, qui est le blending. Avant, dans le designer, on ne pouvait pas lier les modèles. Et depuis janvier, ça, par exemple, c'est disponible en designer. Ouais. Et quand je regarde le contenu des releases, comme on est en fast track, donc on en a assez régulièrement, effectivement, à chaque fois, on voit que c'est la partie designer qui contient le plus de nouveautés. Ce qui, effectivement, me conforte dans le choix que j'ai fait de partir sur du designer. On sent que c'est quelque chose sur lequel SAP investit énormément par rapport à tout ce qu'on voit dans les releases, les nouveautés, les blogs, les notifications que je reçois. Enfin, on sent vraiment un gros investissement de SAP sur cette application. Alors, on a encore une dernière question pour le moment. Donc, quelles sont les possibilités du designer pour le planning? Donc, déjà, la partie planning, elle va reprendre l'ensemble des outils de planning standard. Et à côté de ça, on va avoir d'autres possibilités, comme par exemple faire de la maintenance de master data. Donc là, on va pouvoir créer des écrans de saisie, mais non pas pour la saisie de données, mais maintenir les master data, donc soit en créer, soit en modifier, et modifier les attributs, etc. Choses qui ne sont pas possibles avec du SAC standard. On peut aussi créer des écrans de saisie spécifiques, qui va être, par exemple, ajouter manuellement des lignes dans des tableaux, juste en sélectionnant un nombre dans une liste roulante, cliquer sur un bouton, ajouter une ligne dans un tableau, avec un calcul, par exemple, automatique de données. Donc, je peux reprendre le cas qu'on a fait récemment. On a un outil où l'utilisateur va sélectionner donc un croisement de données, cliquer sur un bouton, envoyer cette ligne dans la base, et ensuite on lance automatiquement derrière un calcul de prix qui sera affiché directement dans son tableau 5.
Alors, on a une autre question. Est-ce que c'est difficile de faire les autorisations ou est-ce qu'ils les prennent de BW? Alors, les autorisations, c'est les mêmes que les story SAC, que le SAC standard. Il faut savoir que le designer, c'est vraiment un complément. C'est intégré dans SAC, donc les autorisations découlent automatiquement. Dans notre cas, juste pour rebondir là-dessus, comme on n'était pas sur du modèle live, on n'a pas utilisé les autorisations de BW. Donc on a géré les autorisations dans SAC. Notre cas était assez simple, on n'a pas voulu faire, il n'y avait pas de data access control, donc on n'avait pas d'autorisation par marché. C'était, voilà. Le besoin chez nous, c'était que tout le monde puisse avoir accès à tout, aussi pour se benchmarker, etc. Donc on n'a pas eu beaucoup de complexité, simplement les utilisateurs sont dans différentes teams, on partage les teams, enfin, on donne accès aux différentes teams dans SAC, au modèle, à la story, donc c'était relativement simple. Mais voilà, on n'a pas bénéficier des autorisations dans BW, puisque dans notre cas, on n'allait pas, l'utilisateur n'atteint jamais BW. Ok, alors on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions à Cyril et à Pierre. Est-ce que vous avez d'autres interrogations sur SAC Application Designer? Bon, pas de nouvelles questions. Alors, parce que voilà, bon bah super. Merci encore à tous d'avoir suivi notre webinaire. Merci bien sûr à Pierre et surtout un grand merci à Cyril pour nous avoir accompagnés et pour avoir témoigné voilà, sur ce projet qu'on a réalisé tous ensemble. Et merci à vous pour nous avoir écoutés. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par les biais habituels. Et on vous souhaite tous une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée.